Attends, mets-moi pas en route. Ça va nous demander s'il nous entend. Est-ce que le chat nous entend? Je sais pas, lumière, lumière, lumière. Demande Sophie. Et le son. On, on va reprendre. On a pris un petit peu de retard. On aurait pu s'en douter. Je vais emporter la responsabilité avec ma présentation de ce matin qui a duré plus longtemps que tout le monde. C'est moi qui emporterai la responsabilité. On va reprendre avec une présentation tout un lot de présentations qui ont été menées sur le territoire national et on va débuter avec une présentation dans la basse vallée du Doubs avec Amélie Vanescott et Alexis Révillon. Non? Pour les slides. Tu vas les brancher, c'est pas mieux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les slides qui ne filent pas avec la zapette. Ah. Ah, c'est bon. Ah, bonjour à tous. Comme l'a dit Steve avec Camille, on va vous présenter les premiers résultats de notre étude de l'ITNEM en Basse-Vallée du Doubs. Donc, le contexte régional. Donc, en BFC, il y a un bastion d'espèces qui est bien marqué, qui est la vallée de la Loire et le Val d'Allier. Et ensuite, un autre noyau de population dans les plaines agricoles de l'Yonne. Et puis, nous, notre zone d'étude qui nous intéresse, c'est ici, une zone mixte agricole, grande culture, un peu d'élevage et surtout une des plus belles rivières de France, la Basse-Vallée du Doubs. Donc voilà, côté Bourgogne, on est voilà, dans les 300-400, qui est classé vulnérable en liste rouge chez nous. Et en Franche-Comté, voilà, moins de 10 couples classés en danger critique d'extinction. Voilà la Basse-Vallée du Doubs. Donc nous, aujourd'hui, on est ici. Et donc, c'est voilà, la Basse-Vallée. C'est 70 km de cours d'eau. C'est deux sites Natura 2000, un côté Jura, un côté Saône-et-Loire. Une réserve naturelle nationale gérée par de l'environnement. Deux APPB, donc c'est les zones violettes hein, qui ont pour but d'interdire, entre autres, l'accès aux grèves du 1er mars au 31 juillet. Et donc, le PNO, le suivi d'ICNEM, on l'a engagé en 2022. Et depuis, on a bagué 57 oiseaux et balisé 17 d'entre eux. Donc voilà l'évolution du suivi de la population. Donc on fait un suivi annuel des oiseaux de grève depuis 2015. Et depuis 2018, c'est toujours le même observateur. Donc j'ai pris à partir de là parce que c'était plus fiable. En 2022, on commence le suivi PNO. Donc là, on commence à prendre en compte le nombre de jeunes et de les suivre jusqu'à l'envol. Et puis là, voilà, vous voyez une courbe qui augmente, qui est proportionnelle en fait au gain d'expérience, à la pression d'observation, à l'augmentation, enfin l'ajout en 2024 d'une nouvelle zone d'étude qui est le périmètre de la communauté d'agglomération du Grand Dol, avec de l'environnement qui prend le relais sur ce territoire. Et donc la conclusion, c'est plus on cherche, plus on trouve. Mais surtout en 2024, en 2025, ce qui est marquant, c'est le taux de relecture de vagues et l'identification des couples par rapport aux oiseaux bagués. Donc, ce qui fait que cette année, on a identifié, on a repéré 25 à 28 euh, et suivi réellement dans leur nidification 22 couples. Pour les habitats, donc la population, elle occupe trois principaux types d'habitats. Euh, D'abord, la population qui nous a intéressés le plus, premièrement, bah, c'est les oiseaux en milieu naturel, donc sur ces plages grèves, îlots, avec une végétation pauvre et rase. Ensuite, on a les grandes cultures. Donc, principalement chez nous, il occupe des cultures de soja. Pour la première fois cette année, on avait des oiseaux qui étaient dans des cultures de chanvre, et puis le reste, un peu de maïs.
Et puis après, le reste des couples en carrière alluvionnaire, comme la vidéo en bas, là, vous voyez, des milieux qui sont générés par l'avancée et le déroulé de l'exploitation de ces milieux-là. Et je laisse la parole. Ah oui, C'est où? tiens. Ouais, ah oui. Donc, on s'est posé quelques questions sur l'utilisation de l'espace par la population d'individus équipés. Donc, on s'est demandé quelle était l'utilisation de l'espace, c'est-à-dire les domaines vitaux et les mouvements pour la population en période de reproduction versus en période de rassemblement post-nuptial. Et aussi, en période de reproduction, cette utilisation de l'habitat, elle variait en fonction du type d'habitat de nidification, de l'année et du sexe. Plein de questions associées à cette exploitation de l'habitat. Et ensuite, on a investi comment les habitats, les différents types d'habitats étaient sélectionnés aussi en période de reproduction et en période de rassemblement. Donc, en tout, on a équipé 17 individus, comme l'a dit Alexis, de 2022 à 2025. De balises GPS, de la marque Ornité là. Donc, 11 individus ont été capturés sur les grèves, 6 en culture et un seul en carrière alluvionnaire en 2025. Et actuellement, il y a 13 individus qui émettent encore leurs balises. Donc, en tout, on voit que dans le temps, on augmente le nombre d'individus équipés avec plus de 10 en 2025. Et il y a certains individus qui sont équipés 3 ans. Oh, pardon. Pour montrer, c'est là aussi. Ouais. Il y a 5 individus qui sont équipés 3 ans et un individu qui est équipé pendant 4 années. Donc, on a déjà filtré, on a énormément de localisations, puisque pour chaque individu, on a une position à peu près tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, ça dépend. Donc, on a fait déjà des premiers filtres et des caractérisations de chaque localisation. Donc, je vous passe vite. Donc, c'est déjà la précision au niveau des GPS. Les filtres spatials, on a sélectionné donc que les localisations dans notre zone d'étude, évidemment. On a enlevé les localisations du premier jour d'équipement qui pouvaient perturber l'animal dans ses mouvements. On a évacué aussi les localisations qui étaient trop distantes du centre ouïe des observations. Et final, pour évacuer les localisations dues au départ en migration ou au retour sur le site. Et on a filtré une localisation toutes les 30 minutes pour avoir une homogénéisation sur l'ensemble des trajectoires du nombre de localisations dans le temps. Ensuite, on a caractérisé chaque point de GPS. Est-ce qu'il était réalisé de jour ou de nuit? Parce qu'on a voulu discriminer les comportements nocturnes et diurnes. Et aussi, on a caractérisé chaque localisation en lui attribuant si elle était en période de reproduction ou en période de rassemblement. Donc, pour caractériser la période de reproduction, puisque c'est une des questions qui nous intéresse, en fait, la période de reproduction, elle inclut l'incubation, le cantonnement du couple, l'incubation et l'état des jeunes. Donc, on a compté un minimum de 72 jours de temps pour cette période. Et pour identifier le début et la fin de la période sur nos trajectoires, c'est ça qui a été un peu délicat. Donc, soit on avait observé sur le terrain certains sites, certains comportements donc, de reproduction. Donc, on avait une date d'incubation, une date d'éclosion, par exemple, ou de couvaison. À partir de là, on a pu déduire, en fonction du temps total de reproduction, on a pu déduire l'arrivée et donc le début de la période de repos et la fin. Soit alors, on a utilisé une fonction dans R donc, qui estime la récursivité, c'est-à-dire les revisites, les visites de tous les points, de tous les sites, enfin, de toutes les localisations, dans un buffer autour de chaque observation, ou chaque localisation, on a calculé si l'animal revenait sur une période au moins de 10 jours. Et ça nous a permis d'identifier des sites de nidification potentiels qui ont été après vérifiés par les gens sur le terrain. Donc, par exemple, ici, on a vu qu'un des sites parmi les points là avait été occupé pendant 29 jours consécutifs et 26 jours consécutifs. Ça nous permet de savoir où était le nid et savoir s'il y avait une incubation ou pas. Donc, une fois qu'on a caractérisé chaque donnée, on a 34 trajectoires annuelles qui vont de 31 à 280 jours. On a 28 trajectoires en période de reproduction. Et on a une période de reproduction qui s'étend du 15 août environ
Donc là, c'est les nombres d'individus, les dates de reproduction en début de période, donc un maximum d'individus qui commencent leur reproduction mi-avril et qui finissent le 11 août, la semaine du 11 août. Donc ensuite, paf. Donc ensuite, l'analyse de toutes ces données, de toutes ces trajectoires, on a déjà fait une analyse des domaines vitaux, une estimation des domaines vitaux, donc les aires utilisées par l'animal dans la majorité de son temps. Donc on l'a fait par individu, c'est-à-dire à partir des localisations GPS, on estime une utilisation de l'espace pour chaque pixel. C'est la probabilité d'avoir l'animal dans ce pixel. Et ensuite, à partir de ces probabilités spatialisées, on définit l'aire à 95% ici, dans lequel l'animal a 95% de se retrouver pendant, là c'est les domaines vitaux pendant la saison de reproduction. Et ensuite, à 50%, ici, on peut aller plus précisément et estimer les sites préférentiels où il passe encore plus la majorité de son temps, 50% de son temps. Donc voilà, on a fait ça pour chaque individu. On a calculé aussi les distances maximales journalières parcourues et les distances moyennes parcourues par individu. Et ensuite, on a rassemblé tout ça pour tous les individus. Donc, on a sommé toutes les utilisations entre tous les individus pour avoir une occupation de la population. Et on a également sommé les domaines vitaux pour avoir le domaine vital pour la population, c'est-à-dire pour l'ensemble des individus équipés. Ensuite, pour la sélection d'habitat, on a sélectionné les trajectoires nocturnes, parce que donc c'est un animal nocturne, individuelles. Et pour chaque trajectoire, on a des points. Donc, et on s'est demandé, donc dans notre paysage, composé de cultures, de prairies et de cours d'eau, on s'est demandé si dans son domaine vital, ici en période de reproduction par exemple, les points, ils sélectionnent particulièrement une des catégories paysagères ou est-ce qu'ils exploitent ce qui vient et qu'il n'y a pas de sélection. On a calculé un ratio de sélection de l'habitat. Est-ce qu'ils sélectionnent quelque chose ou est-ce qu'ils prennent ce qu'il y a? Est-ce que c'est neutre? Voilà. Donc pour l'occupation spatiale, ça donne du temps. Pour l'occupation spatiale, donc là, on a les domaines vitaux pour l'ensemble de la population. Donc, on va vers Pierre-en-Bresse à Saint-Aubin ici, Petit-Noir ici. Donc là, c'est toute période. Et ensuite, on a la période de reproduction. Là c'est le domaine vital, enfin l'aire d'occupation, on va dire, pour l'ensemble de la population, qu'on a tout rassemblé. Bon, donc, il y a une rétractation de l'aire d'occupation, évidemment, en période de reproduction, qui va se concentrer plus sur les bords du Doubs et qui est environ 3 fois supérieur en surface. Voilà. Et si on regarde les domaines vitaux individuels ici, on se rend compte qu'en période de rassemblement, de reproduction, ils sont beaucoup plus élevés aussi qu'en période de reproduction, donc à environ 149 hectares en période, enfin, en moyenne, en période de rassemblement, et 7 hectares en médiane en période de repos. Pareil, les distances parcourues maximales sont supérieures en période de rassemblement qu'en période de reproduction. C'est significatif. Ensuite, on a regardé comment les domaines vitaux et pareil, les distances variaient en fonction du milieu de nidification. Donc là, il n'y a pas d'effet significatif. On a peu d'individus équipés en culture. On n'a que 3 individus, donc on a une forte variabilité là sur l'aire du domaine vital en culture. On a beaucoup moins de variabilité sur les greffes, parce qu'on a aussi plus d'individus, donc c'est plus précis. On a quand même un domaine vital qui est plus élevé là sur les cultures, mais on doit consolider ces résultats parce qu'on n'a pas assez d'individus équipés en culture. Ensuite, en fonction de l'année, on a regardé aussi l'effet de l'année, comment les domaines vitaux et les distances variaient dans le temps. On n'a pas non plus d'effet significatif. On a pris à la fois tous les individus, puis ceux qui étaient suivis plusieurs années pour voir s'il n'y avait pas un effet individu, etc. Donc, les aires de domaines vitaux semblent quand même plus rétractées et moins variables entre individus en 2025, même si ce n'est pas significatif. Ce qui peut potentiellement être expliqué par une situation météorologique plus stable par rapport à 2024 où il y a eu des crues, etc. Donc, des cantonnements. Donc là, on regarde 2 individus. En 2023, en hachuré, plus c'est foncé, plus c'est récent. Donc 2025, c'est plus opaque. Et donc, on voit déjà une fidélité apparente qui est observée sur le terrain. Bon, ça, c'est juste des observations, c'est pas statistiquement démontré.
une apparente fidélité quand même au site, ce qui est observé sur le terrain. Et puis une rétractation aussi quand même des domaines vitaux et de la variabilité entre individus. Mais pareil, c'est à consolider. Bref. Ensuite, la sélection d'habitat. Donc, tout d'abord, on a estimé la distance parcourue du nid au site d'alimentation sur les trajectoires nocturnes. Et on a estimé, donc ça c'est plus sur les données 2022-2024, on a estimé une distance moyenne site de nidif et site d'alimentation de 464 mètres qui correspond à ce qu'on connaît dans la biblio en Italie par exemple. Donc quand on observe un oiseau euh, de nuit, il peut être potentiellement à 500 mètres de son nid. Ensuite, on a regardé la sélection d'habitat. Donc, comme vous le disiez, donc c'est le ratio de sélection, c'est-à-dire que là, on a 0. Si notre ratio de sélection est supérieur à 0, ça veut dire qu'on sélectionne l'habitat. Si on est au niveau 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection, il prend ce qu'il y a. S'il y a une prairie, il va prendre dans la prairie. Et en l'inverse, on évite quand on est en dessous de 0. Donc, on a comparé déjà de jour et de nuit. On a trouvé que le significatif, c'est que les prairies sont davantage utilisées en nuit et qu'elles ont tendance à être même proches de 0. Donc, elles ne sont pas sélectionnées. Et en revanche, elles vont être évitées la journée, qui peut correspondre à une stratégie d'évitement du dérangement par les activités humaines en prairie en journée. Ensuite, on a regardé en fonction de la période reproductrice et rassemblement. Donc, les cultures qui sont ici, elles sont légèrement évitées pendant les rassemblements, légèrement évitées ici en dessous de 0 pendant la période de reproduction, alors qu'elles vont être plus sélectionnées en période de rassemblement. Les cours d'eau, ils sont plutôt sélectionnés au-dessus de 0 en période de reproduction et ils vont être évités en période de rassemblement. Alors, c'est significatif aussi, hein. Et après, par contre, on n'a pas de différence dans les prairies entre les deux périodes. Voilà. On va discuter le résultat et la suite. Alors, on vous a mis juste quelques petites perspectives à la volée comme ça, en fonction de nos réflexions. Mais voilà, là, ce qu'on vous a présenté, c'est des analyses un peu globales, brutes. Maintenant, il faut qu'on affine. Au niveau des domaines vitaux, voilà, affiner, faire un versus succès, repro, échec, parce que les domaines vitaux peuvent se dilater en cas d'échec d'année diff. Du stade de repos, du nombre de nichés, est-ce que le domaine vital il est identique en taille pour la première nitif qui peut avoir lieu début avril par rapport aux nitifs les plus tardives qu'on a observées, qui est les premières semaines d'août? Quelle est aussi la variation de ces domaines vitaux en fonction d'un printemps pluvieux où on peut enchaîner une, deux, trois crues, et donc qui signifie des disparitions temporaires de sites de nidifs? Euh, voilà, on peut aussi imaginer l'influence des activités touristiques. Là, c'est une rivière où il y a des descentes canoë qui peuvent être importantes à partir du mois de juillet. Donc, on peut aussi évaluer ça. Voilà, et consolider les analyses effets année, effet milieu. Et pour la sélection d'habitat, c'est d'avoir une évaluation plus fine, notamment estimer l'effet de bordure de certaines cultures. Et puis, ce qu'on avait lu dans la biblio, c'est qu'en Italie, ils ont remarqué qu'il y avait un effet attractif des tas de fumier en zone de culture. Donc cette année, on a commencé à pointer au GPS tous les tas de fumier dans un rayon de 3-4 km de part et d'autre du Doubs. Voilà. Et puis je tenais à faire une diapo pour voilà, remercier surtout les bénévoles qui sont avec nous et sans qui en fait on ferait rien. Les partenaires associatifs comme dans l'environnement, techniques comme le PTB Sonedou, financiers comme la région, le Grand Dol. Voilà, sans vous, rien n'est possible. Donc un grand merci à tous ces gens-là et à tous ceux qui nous aident de près ou de loin pour ce suivi depuis plusieurs années. Voilà. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions. Puis on se parle à midi. Ouais. C'est pas qu'on veut pas répondre, mais on a la question. La perturbation. Après.
Est-ce qu'il y a des perturbations de pâturage des chiens? Bonne question. Euh, on a observé à deux reprises un impact du pâturage des vaches sur les grèves. Et puis ce qui est intéressant cette année, c'est on avait un site de nidifi qui était pâturé avec un mix vaches-chevaux. Et là, les oiseaux sont partis pendant plusieurs années. Et cette année, l'agriculteur a clôturé la pâture. Donc la grève est de nouveau devenue tranquille. Et tout de suite, en fait, on a eu une nidifi et un succès repro. Alors que sur cette grève, depuis 2015, on n'avait jamais eu de succès repro à cet endroit-là. Donc ça a confirmé, ça a testé de mettre en défend les grèves pendant une petite partie de l'année. Euh, Parce qu'on sait en même temps que voilà, les vaches, elles entretiennent et les sites de nidif les plus stables dans le temps, c'est des sites qui sont pâturés. On a une question là-bas. Je te laisse ver- Une dernière question, puis ensuite on va enchaîner sur la prochaine présentation. Ouais, tu peux répondre là. Les deux briques. Ah, mais je suis obligé. Sur la sélection de l'habitat, est-ce que, il y a eu les résultats qui ont été présentés, est-ce que c'est pour l'ensemble des, ou est-ce qu'il y a eu une distinction entre le en grève, en carrière et en futur? Et si ça n'a pas été testé, est-ce que ce serait intéressant qu'on a des hypothèses qui pourraient nous dire qu'il y aura une sélection différenciée des habitats de l'impression. Mm. Alors, du coup, non, ça n'a pas été différencié pour l'instant. C'était sur les données 2022-2024. Donc là, il faut que je le mette à jour avec les données 2025. Et non, ça n'a pas été différencié, mais on avait prévu de le faire pour voir justement les différents comportements, ceux qui nichent en culture et ceux qui nichent en... Après, on n'a pas beaucoup, comme je disais, on a en tout 6 individus qui nichent en culture sur les 17 équipés. Donc voilà, c'est pas dit qu'on arrive à démontrer quelque chose, mais en tout cas, oui, c'était prévu. Ouais, c'était... Ouais. On enchaîne sur la présentation suivante. Ouais. Bonjour, je m'appelle Quentin Chemin, je représente l'AS2E, donc qui est une association de naturalistes. On est situé au nord des Yvelines, en vallée de Plaine. Donc, on suit le nickname Criard depuis de nombreuses années, et en particulier Gérard Baudouin qui est présent aujourd'hui, qui le suit depuis les années, si je ne me trompe pas, 80 à peu près. Et, donc voici donc notre périmètre de suivi en Vallée de Seine. On a pu équiper dans le cadre du programme national et local 16 oiseaux entre 2020 et 2022. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les résultats de nos suivis, donc des phases un peu, on va dire, cachées, qu'on a appelées cachées, et on va aussi s'attarder sur le domaine vital en période de reproduction. Donc voilà, donc A31 va nous servir de guide pendant cette présentation. Donc il a été équipé le 21 juin 2021, pardon, au lieu-dit les Barbières, dans une ancienne carrière de granulats qui a été réhabilitée et réaménagée depuis. Donc commençons par son retour d'hivernage. Depuis 2021 qu'il a été équipé, A31 est revenu dans un verger attenant à des habitations, qui est un verger clôturé d'ailleurs, qui est situé en fait juste au nord de la zone où il niche chaque année au lieu-dit les Barbières. Vous voyez là, ici. Donc voilà. Et donc A31 a hiverné à Doazit dans les Landes avec une vingtaine d'individus. Sauf qu'il y a eu un petit loupé cette année, il a atterri à près de 80 km/h, à 500 mètres plus lent en fait, par rapport au verger que vous voyez, vous voyez pardon, le verger que vous voyez ici. Et donc le jour où il est revenu, la nuit où il est revenu, en fait le 21 février, il a prospecté plusieurs sites autour du verger et des sites en fait connus qu'on connaissait, qui ont déjà, où on a repéré des couples de nicknames qui étaient déjà repérés. Et ce qu'on en déduit en fait, c'est qu'il rend visite à ses voisins et que probablement il peut rencontrer sa future ou son futur partenaire.
car A31 est un mâle. Donc ici, pour suivre A31, on s'est basé en fait sur les données GPS de la valise GPS. Donc ici, sa position entre le 28 février et le 8 mars. Donc on voit tous les lieux qu'il a fréquentés à cette période. Donc avec des réglages sur les données GPS, justement, le nombre de points, on peut affiner les réglages. Donc on a appliqué justement ici un filtre horaire que par tranche horaire. Donc chaque couleur correspond à une plage horaire. Donc ici, on a affiné nos recherches sur les journées diurnes, donc avec la tranche horaire entre 6 heures et 18 heures. Et on voit qu'en fait, A31 a passé sa journée dans une carrière, la carrière des Gravelots, qui n'est pas du tout son site de nidification habituel. Donc il a passé plusieurs jours dans cette carrière. Il a continué à prospecter les autres sites la nuit. Donc on a d'autres données aussi à notre disposition qui concernent l'accéléromètre, qui nous donne des données sur les mouvements d'oiseaux, pardon. Et donc ici, on peut voir une différence d'alternance sur les données de l'accéléromètre avec des mouvements, des courbes un peu plus planes, donc un mouvement assez ralenti, et au contraire avec des données un peu plus mouvementées, donc qui correspondent au mouvement d'oiseaux. Et si on regarde sur une durée un peu plus longue, on voit qu'il y a une répétition dans ces mouvements, donc qui correspondent en fait au repos diurne de l'oiseau et l'activité nocturne liée à la recherche alimentaire. Voilà, donc, la nuit, il est très actif justement pour aller se nourrir avec des mouvements qui sont assez marqués au niveau du GPS. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une régularité au niveau des départs en recherche alimentaire qui sont marqués tous les soirs à la même heure. Donc, on voit sur cette courbe là aux alentours de 18h06 à peu près en moyenne. Euh, Donc oui, aussi ce qu'on peut voir à la fin de cette courbe, c'est qu'il y a des mouvements un peu plus marqués vers la fin. Donc ici, à partir du 8 mars, et qui correspond avec les données GPS, donc au mouvement d'oiseau qui s'est déplacé du coup de la carrière des Gravelots vers son site de nidification habituel, qui est situé ici au nord, au Barbier. Donc voilà, donc on s'est rendu sur place justement pour aller voir A31. Donc on a réussi à le trouver. On l'a observé en train de faire plusieurs simulations de couvées. Et du coup, on s'est rendu quelques jours après pour essayer de le retrouver. On l'a aussi vu, donc en position de guetteur, en position de surveillance. Et on a réussi aussi à trouver du coup l'autre individu qui était en train de nicher, donc la femelle qu'on voit ici. Voilà, donc là, ici, la photo du nid, donc, qui représente comme à l'habitude, sur les nids qu'on observe, il y a toujours un repère visuel à proximité. Donc bah, ici, c'était une pierre blanche avec une touffe de végétation. Donc c'est ce qu'on remarque en général sur nos suivis. Et donc là, c'est le nid où il a niché, donc le champ. Deux balises ont été posées de part et d'autre à 10 mètres du nid pour prévenir l'agriculteur, pour éviter tout risque d'écrasement. Voilà, donc pour en revenir au domaine vital en période de reproduction, il y a la zone qu'on appelle nous de nidification, donc qui concerne vraiment uniquement le nid et sa proximité immédiate, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle nous à portée de bec, c'est-à-dire comme dans les colonies d'oiseaux, donc vraiment à proximité du nid. Donc on voit les données GPS avec la mat point qui localise la position exacte du nid. Donc ça, c'est une première zone qu'on repère dans le domaine vital de reproduction. Pour en revenir aux données de l'accéléromètre, donc ici vous avez des courbes qui sont beaucoup plus anarchiques en fait que ce qu'on avait vu auparavant. Donc avant le 16 mars qui se situe ici, on va voir là. Et après on retrouve ce rythme en fait dans les courbes. Le souci, enfin le souci, c'est que ces courbes sont inversées, c'est-à-dire que A31 est actif la journée et il se repose plutôt la nuit. Les courbes sont moins marquées en fait entre 23h et 6h23 du. Donc, ce qui nous a permis de déduire du coup la date d'éclosion. Donc, où justement on a aussi l'horaire qui nous indique ici 11h47. Donc, voilà une inversion
du rythme biologique lié justement à l'éclosion. Et voilà. Donc ici, on a voulu vous montrer les déplacements d'A31 avant l'éclosion, donc, où ils partaient se nourrir sur des sites assez éloignés. Et la semaine qui a suivi l'éclosion, il s'est vraiment concentré sur la zone de nidification et il est resté à proximité. Donc il a réduit ses déplacements et il s'occupe du coup des poussins qui sont là. Voilà, donc là, on voulait vous montrer aussi quelque chose qu'on remarque assez régulièrement, c'est-à-dire que dès l'éclosion, la coquille d'œuf est immédiatement évacuée par l'adulte. Donc on est loin du nid. Donc, ce qu'on remarque systématiquement en fait sur chaque coupe qu'on suit, c'est-à-dire que la coquille est, hop, on est à distance du nid. Voilà, donc dès l'éclosion, c'est là où on peut voir les adultes qui sont assez proches, ensemble. Souvent, quand le premier poussin est sorti, il y a un des deux adultes qui le prend en sécurité, sous lui, et le réchauffe, et le second adulte qui continue à couper le second œuf. Donc, qu'on peut voir ici, donc le poussin qui est là, et là, vous voyez ici. Donc voilà, dès l'éclosion, en fait, les poussins s'éloignent du nid, en fait, ils restent assez proches. Les deux poussins sont toujours ensemble. Et donc, ils sont déplacés progressivement, en fait, par les adultes. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas au nid. En quelques heures, ils peuvent être déplacés assez loin. C'est ce qu'on remarque sur cette carte, en fait. Ici, au point de cette flèche-là, vous avez la position du nid et le déplacement des poussins au fur et à mesure des semaines. Donc souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont attirés plutôt dans la végétation un peu plus dense pour justement les cacher. Donc ici, une autre zone qu'on a voulu définir dans le territoire de reproduction, c'est la zone justement de reproduction qui est fréquentée en fait par les adultes et les poussins les semaines qui suivent l'éclosion. Donc voilà ce qu'on voit ici. Donc là, à gauche, vous avez la première semaine après l'éclosion et à droite la deuxième semaine. Donc là, on retrouve à 31 avec sa femelle dans un champ. Donc on ne voit pas les poussins. Ils sont en fait ici cachés sous le. Pardon, je vous remets. Je vous la remets. Petit loupé. Vous avez les poussins en fait qui sont cachés sous l'un des adultes. Donc une fois qu'ils sont en sécurité, hop, les adultes déplacent les poussins progressivement. Voilà, donc vous pouvez remarquer, les poussins sont toujours ensemble. Voilà, donc il y a souvent un adulte qui attire les poussins et le second qui est pas très loin, toujours en surveillance. Voilà, donc là, les poussins ont 8 jours. Qui sont déplacés progressivement. Donc voilà, donc ensuite on va parler du coup de la troisième semaine, c'est-à-dire à partir de la troisième semaine, les poussins sont déplacés progressivement vers le verger, vous savez, le verger qu'on a vu au début, qui se trouve ici, pour aller se nourrir la nuit. Donc ils y vont uniquement la nuit et reviennent le jour sur leur site, sur la zone de reproduction, ici. Voilà. Donc, au bout de la quatrième et cinquième semaine, les poussins sont progressivement éloignés de la zone de reproduction. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont se diriger vers un autre champ qui est situé plus au nord ici du verger. Donc, on a pu filmer les poussins donc, qui ont 14 jours dans le verger. Donc, comme vous voyez, il y a bien attenant à des habitations, donc avec une clôture, en train de se nourrir. Et on va voir du coup à 31 qui est pas loin sur une autre scène. Ici, vous voyez les trois oiseaux qui sont les deux poussins avec A31. Donc, comme je vous le disais, au bout de la sixième semaine, ils ne fréquentent plus du tout la zone de reproduction et les poussins ont en fait été déplacés dans la zone ici qu'on a numérotée, la numéro 4, dans un champ
où on appelle ce champ la zone d'émancipation. Donc, c'est là où les oiseaux vont apprendre à voler. Donc on a pu aussi les filmer dans ce champ. Donc toujours accompagné d'A31. Les deux poussins se suivent toujours. Et on a vu quelques scènes justement où on les voit essayer d'apprendre à voler. Donc pour conclure, en fait, les domaines vitaux se résument en plusieurs zones. Ici, nous nous sommes intéressés du coup au territoire, aux domaines vitaux en période de reproduction. Et finalement, on se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça et ça ne se résume pas au nid ou niche. Donc, on a la zone de nidification qui concerne vraiment uniquement le nid. La zone de reproduction, la zone numéro 2 qui englobe la zone où les poussins sont déplacés. D'ailleurs, les adultes connaissent parfaitement cette zone, c'est-à-dire qu'ils ont une analyse de leur environnement qui est assez fine. Vous avez aussi la zone de reproduction, donc le verger, et ensuite la zone numéro 4 qui correspond à la zone d'émancipation. Donc voilà. Bah, merci de votre attention. Et puis, on a mis sur notre site internet tous les résultats de notre suivi. Donc, je vous invite à flasher le QR code si vous voulez en savoir plus. Voilà. Merci à vous. Oui, alors désolé, on va zapper des questions parce que le timing est très serré. Peut-être une pour Max. Voilà, Gérard. Sinon, entre midi et demain. Le fait que les poussins ils se déplacent au fur et à mesure de leur croissance d'un champ à l'autre, est-ce que ça ne peut pas créer un biais quand les oiseaux ne sont pas balisés, quand on estime le succès de reproduction, parce que du coup on ne les voit plus dans un champ, on se dit bah, ils n'en lèchent plus, alors qu'en fait c'est juste qu'ils sont à 3-4 champs plus loin, quoi. Exactement. C'est tout à fait vrai. En fait, la seule chose dont on est sûr, c'est quand les poussins éclosent, et on connaît l'endroit. Mais à partir du moment où ils sont déplacés dans leur tissu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont secs, l'adulte, en général la femelle, va emmener les poussins à une certaine distance. Cette distance va dépendre un petit peu de la possibilité de nourritage. En fait, ce sont des zones qui sont sectionnées par l'adulte euh, parce qu'ils connaissent très bien le site. Ils savent d'une année à l'autre, ils savent où cacher les poussins, ils savent où les nourrir. Et c'est ce qui explique la fidélité des oiseaux à leur site de nidification. Nous, on a des ligues, d'une année à l'autre, on a cette distance. C'est grave. Du coup, ouais. Merci. Peut-être quelques éléments et Aude, si tu veux bien venir. Et nous, ce qu'on a observé aussi, c'est il y a quand même de la variabilité. Là, on a une observation pour un on a dès lors où l'environnement à proximité, c'est-à-dire que les parcelles qui sont en interface avec la parcelle de reproduction sont suffisamment favorables et permettre un accès à un couvert suffisamment haut pour pouvoir se mettre à l'abri de prédateurs, mais aussi pour avoir une meilleure régulation thermique, parce que parfois il fait très chaud et donc les individus ils se mettent sous couvert dans une maïsiculture, par exemple. Ça offre suffisamment de ressources. Donc, ils vont plus ou moins loin. On a des études comme ça sur Lyon, sur lesquelles aussi on avait fait nos analyses et on avait des distances qui allaient d'une centaine de mètres de la parcelle de reproduction à parfois 800 mètres de la parcelle de reproduction. Donc je pense que c'est très contexte dépendant lié à la matrice paysagère que l'on a. Il est clair que, je sais pas, il faudrait avoir peut-être dans l'Aube ou en Champagne-Ardenne ou Picardie ou autre, mais dès lors où on a des très très grandes parcelles, de la même manière, les distances de déplacement sont beaucoup plus coûteuses et avec des individus de toute petite taille, ça peut être. Si tu veux. On peut avoir un secteur qui sont réunis dans une poste, on est dans cette qui était distante quand même.
et les lignes étaient distantes de 50 mètres. Mais bon, ça a duré un certain temps. Après, les milieux se referment et les oiseaux vont se mettre. Mais si le milieu est très riche, effectivement, ils peuvent être concentrés et non pas dans des grandes surfaces. Mais c'est tout l'intérêt pour que les oiseaux connaissent parfaitement leur aliment. Donc, bonjour à tous. Donc, Aude Gabory-Loré, pardon, service biodiversité espace naturel de la communauté d'Aglo-Méditerranée. Donc, moi, je vais vous présenter un retour d'expérience sur un suivi de l'Eudicnem criard, mais en contexte viticole méditerranéen. Alors, localement, passé cette. Donc, Steve nous a contacté en 2022, tout simplement parce que l'Hérault était connu comme abritant en fait des zones de reproduction, de rassemblement, de halte migratoire et potentiellement aussi d'hivernage de cet oiseau-là. Et on savait aussi que l'oiseau était suivi par la LPO depuis 2014. Donc, après nous avoir expliqué le contenu, les objectifs du PNO, les protocoles à appliquer, mais aussi le site ciblé, puisqu'on est gestionnaire de 7 sites Natura 2000, il fallait aussi que ça rentre dans les objectifs du DOCOB. Euh, et, euh, et voilà, donc on est parti dans le cadre du PNO sur un suivi. Donc, localisation ici de l'Hérault avec le site que l'on a suivi depuis 2022. Ici, on est sur la communauté d'Aglo-Méditerranée, compte une vingtaine de communes. On a 12 sites Natura 2000, dont 7 en gestion par le service biodiversité espace naturel. Et on a le site concerné par le suivi, qui est la ZPS SC2 de Béziers, qui se trouve ici, en contexte littoral et un peu plus en plaine, mais ça, on verra ça par la suite au niveau des objectifs. Donc, les enjeux principaux de cette ZPS, c'est déjà qu'on a une mosaïque de plaines agricoles qui regroupe, au-delà de l'Eudicnem criard, plein d'autres espèces patrimoniales. Donc, on a le table canepetière, on a le rolier d'Europe, l'épigrièche, l'aigle de Bonelli, etc. Je ne vais pas tout vous citer. Au niveau des zones littorales, plus sur la partie sud-ouest du site, on a le buteur étoilé, Blongios, Ravelot, Sterne et Rompopré, etc. Je ne vais pas vous lister l'ensemble des enjeux. Mais ce qui était particulier au niveau de l'Eudictem et sur notre site, c'est qu'on est en contexte viticole plus. Et on avait une faible connaissance de l'espèce sur les territoires. Alors, on voit sur la photo ici, alors je ne sais pas, non, pas encore. Hop. Ici, on a l'Eudictem qui est ici. Et on a vraiment énormément de vignes sur notre territoire. Et il est aussi soumis à des perturbations, beaucoup de projets d'aménagement, projets de la LGV, de la cabanisation, des dépôts sauvages, un contexte agricole aussi très important qui a fait que ça nous a incité en fait à vouloir établir ce suivi et poursuivre ce suivi sur le site. Les objectifs généraux, je vais y passer, on en a parlé quand même suffisamment. En tout cas, dans le cadre du DOCOB Natura 2000, ça rentre dans une des actions, ce qui était important aussi pour nous en tant que gestionnaire, et de proposer à terme aussi des mesures de gestion adaptées à la conservation de l'espèce, qui était une obligation aussi dans le cadre des DOCOB. L'aire d'étude, donc on retrouve la ZEPS en verte, et on a 4 secteurs a priori qui seraient favorables à l'Eudicnem criard, en discutant avec les experts, avec la BPIO, et en échangeant bien sûr avec Steve et les experts locaux, et notre connaissance vis-à-vis du DOCOB. Donc en 2022, on a commencé, c'était une année test quelque part, hein, pour commencer ce suivi sur une partie de la ZPS, plus de 6000 hectares, pour vous dire que ce n'est pas possible, en tout cas nous, en tant que gestionnaire, de suivre ces 6000 hectares. Par contre, on a fait des secteurs. Hop, donc on a suivi en 2022 la zone de l'aéroport Béziers-Méditerranée, qui se trouve ici, et un site beaucoup plus littoral qui se trouve sur le site des Orpelières, qui est aussi un site Natura 2000, qui se juxtapose à la ZPS. Donc, c'est le deuxième secteur méditerranéen qui était investi dans le projet. En 2023, donc c'est les cercles orange. Donc, on a repris l'aéroport de Béziers-Méditerranée, toujours en zone de reproduction et de rassemblement, je ne vais pas préciser. Hein. On a poursuivi sur le site des Orpelières ici et on a intégré le site de Port-Iragne qui faisait partie des sites repérés par le LIMAT. Voilà, donc en 2021-2023. En 2024 et 2025, donc, on a continué sur l'aéroport. Et on a intégré le plateau de Bessin, qui est un futur APPB, donc c'est en cours, et qui revêt des enjeux quand même assez importants, dont le Dicnem criard. Donc il nous paraissait important de suivre aussi ce site par la suite. Protocole, je ne vais pas y revenir, l'IMAT, protocole national. Donc on a fait le suivi allégé et on a intégré le bagage cette année.
Au niveau des résultats, donc je vais pas forcément détailler par année parce que je vais revenir après dessus au niveau en faisant une synthèse par site. Mais ce qui était important pour nous de vous montrer, c'était la répartition spatiale des individus. Donc ici, on a le site de l'aéroport avec l'Auxol. Tout ce qui est en vert, c'est de la vigne. Donc on remarque que la majorité, voire 99% des observations ont été faites dans de la vigne. Quel type de vigne? Donc on le voit sur les photos. On a de la vigne avec très peu de végétation, ou quand elle est présente, elle est éparse, 10 à 30 cm de haut, beaucoup de cailloux. Et voilà, donc c'est le type d'habitat dans lequel les observations ont été faites. On a 2 à 3 individus couverts qui ont été identifiés, dont une pente avérée avec des boussins qui se trouvent en partie sud-ouest. Je ne sais pas si on a les œufs ici qui se trouvent ici. En zone de rassemblement, on retrouve aussi un secteur, vous verrez au cours des années, jusqu'en 2025, un secteur assez favorable avec une zone majoritaire ici de regroupement. On a 10 à 70 individus en 2022 et on verra par la suite que ça peut monter jusqu'à 150. Au niveau de la zone littorale, on a beaucoup moins d'observations. Par contre, on constate aussi que les observations se font aussi dans de la vigne, au milieu ouvert, dégagé. Végétation basse. Et par contre, on n'a pas eu de zone de rassemblement identifiée, malgré le fait que ce soit identifié aussi dans le cas du NAT. 2023, donc on retrouve toujours le même type d'habitat, une répartition spatiale, surtout dans de la vigne. On a une pente identifiée, on a eu 6 couverts potentiels, dont une avérée. Donc la pente qui a été identifiée était ici. Et par contre, le lendemain, je vais vous mettre un piège photo, en fait, la pente avait disparu. Il y a un renard qui rôdait, est-ce que c'est de la prédation ou pas? Voilà. Il nous fallait les autorisations de la propriétaire. Le temps qu'on les ait, la pente a disparu. Au niveau des habitats, on retrouve toujours le même, je vous l'ai dit. Et au niveau de la zone littorale, on a 2 couples potentiels en avril et en juin. La pente n'a pas été observée, par contre, un jeune a été identifié, donc il se trouve ici, a été identifié à plusieurs reprises sur la même parcelle le mois d'avril. Toujours le même type d'habitat, de la vigne et des milieux ouverts proches, avec une végétation plutôt basse. Au niveau des zones de rassemblement, on retrouve toujours la même au niveau de l'aéroport. Ici, on a entre 6 et 54 individus qui ont été identifiés. Et au niveau de la zone littorale, on a ici, pardon, voilà, au sud-ouest, on a entre 7 et 43 individus observés, toujours dans le buffer identifié dans le cadre du LIMAT. 2024, toujours le même type d'habitat. Donc, on retrouve toujours dans de la vigne. Pas de pointe observée, malheureusement, cette année. Mais au niveau des zones de rassemblement, on a entre 34 et 143 individus, entre 1 et 2 noyaux, ici et ici. Toujours avec de la végétation basse, présence de cailloux. Et par contre, depuis 2023, du goutte à goutte de plus en plus présent, voire quasiment sur tous les mois de l'année. On ne retrouve plus le site littoral, puisqu'on l'a laissé de côté, entre guillemets, ponctuellement, dans le cadre du protocole. Par contre, on a intégré le plateau de Bessin, futur APPP, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, on a observé 5 à 7 couples potentiels, 2 pentes observées, une au nord, une un peu plus au sud, avec 2 à 3 poussins observés. Voilà. Donc, on observe aussi toujours le même type d'habitat, la vigne plus, avec des milieux ouverts à végétation basse, des cailloux présents, etc., etc. On a aussi une petite zone de rassemblement en 2 noyaux, entre 4 et 10 individus, qu'on retrouve et qui fait partie aussi de la zone repérée déjà dans le cadre du climat. Je suis bon niveau timing. 4 minutes, watch. Ok, 2025, je vais passer rapidement aussi. Carte de travail, zone de rassemblement, 92 individus en septembre. Là, les collègues y étaient ce matin, je n'ai pas les nouvelles, donc on verra cet après-midi. L'habitat de vigne toujours. Au niveau de Bessin, pareil, 5 couples potentiels, 4 secteurs semblant favorables, mais je vous les présenterai au niveau de la synthèse, sinon je vais dépasser, je parle tout. Hop. Alors voilà, petit bilan sur les 4 années de suivi en saison de repos. Donc j'ai mis la carte de l'aéroport. En faisant la synthèse des observations, on retrouve beaucoup de vignes, bien évidemment, toujours le même type d'habitat. On a 4 secteurs privilégiés, dont 2 en repos, celui-ci et celui-ci. Ça ne fait pas beaucoup de pentes quand même observées. Mais par contre, en zone de rassemblement, on le verra après, c'est quand même un site qui est particulièrement important. Au niveau de Sérignan, je n'ai pas mis de carte. C'est un site, je ne veux pas dire anecdotique, mais on a 1 à 2 pentes qui a été observée. Mais ça reste du type de vigne et milieu ouvert en termes de fréquentation. En saison de reproduction sur Bessin, on a 4 secteurs identifiés, avec des pentes aussi, et des couples récurrents. Et les observations sur les 2 années, on constate qu'il y a quasiment, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, des observations 3 à 4 fois sur la saison, que ce soit sur 2024 ou sur 2025. Donc, ça nous a permis de cibler les individus.
toujours du milieu ouvert, etc., sur de la vigne, toujours présente. Et le goutte à goutte très présent aussi, mais ça c'est dû à la sécheresse, comme on le sait tous. En zone de rassemblement, ben, c'est l'aéroport qui semblait avoir deux noyaux principaux, surtout celui-ci, avec 143 individus max sur les 4 années. Et on a des zones de repli aussi qui se trouvent à proximité. Sérignan et Bessan-Ouest, il semblerait qu'on ait des secteurs qui sont plutôt favorables en repos, plutôt qu'en reproduction, même si en rassemblement, même si on retrouve quand même des individus. En hivernage, il y a pas de suivi protocolé. On est juste sur des observations incidentes. Donc, on remarque au niveau de l'aéroport et là où il y a les zones de rassemblement, hein, on a une dizaine d'individus qui sont présents entre décembre et février. Sérignan, Bessan-Ouest, on n'a pas vraiment de données, donc pour l'instant, on ne peut rien dire de particulier. Pour terminer, au niveau des perspectives, donc, ben, on poursuit le suivi, un suivi allégé avec le bagage en 2025 jusqu'en 2027. Il semblerait donc que le site de Bessan, qui est en futur APPB, soit un site quand même plus favorable à la reproduction. Et l'aéroport, mais aussi Bessan, même si les zones de rassemblement sont plus petites, semble être très important pour les zones de rassemblement post-nuptiaux. Et en hivernage, ben, on se pose la question, est-ce que c'est possible de les suivre et comment? Au niveau des actions envisagées dans le cadre du PNO, mais aussi de Natura 2000, ben, c'est de rencontrer les acteurs locaux, toujours importants, hein, agriculteurs, viticulteurs, chambres d'agri, assos, pour expliquer, informer de la démarche, jouer le rôle de sentinelle potentiellement, de toujours communiquer, ce qui est très important. Et dans le cadre de projets dont l'extension de la LGV entre Nîmes et Montpellier, et Perpignan, pardon, du coup, on participe à la mise en place des mesures de réduction, mais aussi de compensation, voilà, en tant qu'auprès des maîtres d'ouvrage, si besoin, pour maintenir l'espèce et bien sûr les autres espèces patrimoniales que j'ai évoquées plus tôt. Et proposer à terme, bien entendu, des mesures de gestion adaptées à la conservation de l'espèce et qui inévitablement sera favorable aux autres espèces. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vais parler plus vite. Juste une question. Qui parle? Cabanisation, c'est des installations illégales quelque part installées sur des parcelles et qui ne sont pas autorisées au niveau de l'urbanisme. Et c'est assez fréquent dans le sud de la France, heureusement, surtout en zone littorale. Pourquoi vous insistez sur l'aspect glutamine qui a une incidence par rapport à l'alimentation? Eh bien, on ne sait pas. Ah, je reprends la question. Pourquoi j'ai insisté sur le goutte à goutte? Parce que c'est un élément qui nous paraissait important. Après, est-ce que ça a une incidence sur la repro, la localisation des individus, des observations? On ne sait pas. On a trouvé que ça pouvait être important. Mais après, j'avoue que je n'ai pas forcément d'analyse. On est plus sur des faits pour le moment. Si, si, peut-être qu'on peut donner un mot là-dessus par rapport à une étude qui a été menée donc avec le CEF de Montpellier, le COGAR, il y a quelques années, où d'ailleurs il y a des travaux de Souela qui termine sa thèse, qui rend d'ailleurs un petit message pour elle, qui est probablement en train de nous écouter, qui rend la thèse demain. Avec le Dicnem Criard. Et donc, il y a eu une analyse sur l'utilisation de l'habitat, dont les utilisations d'habitat en vigne. Et donc, globalement, pour schématiser, on a remarqué que les oiseaux ont tendance à aller plus dans les vignes qui sont ouvertes, c'est-à-dire avec peu de bandes enherbées. Lorsqu'on a énormément de bandes enherbées, on a moins d'oiseaux qui viennent se reproduire. Et aussi, tout dépend de la hauteur de la végétation dans les vignes. Et ce qu'on a observé aussi, c'est un effet de la présence le goutte à goutte qui humidifie en fait l'ensemble des intercepts que l'on va avoir dans les vignes. Donc, on a des zones qui sont humidifiées sur entre les ceps de vigne et on a moins d'oiseaux. Alors, on n'a pas d'analyse statistique fine, on n'a pas un N qui est suffisant pour permettre de valider si oui ou non ça a un impact sur la présence-absence, mais en tout cas, on a beaucoup moins d'oiseaux dans des vignes dans lesquelles on a du goutte à goutte. Il y a une- Globalement, il y a plusieurs questions par rapport à l'activité viticole, Soya, regroupées en soya. un bloc.
C'est est-ce qu'il y a des perturbations qui ont été observées suite à l'activité agricole donc dans les vignes et est-ce qu'il y a eu des protections de nids qui ont été mises en place et de la sensibilisation. Bon, évidemment, hein, tout ce qui est agricole, ben, quand ils passent régulièrement après les pluies pour ben, pulvériser les produits, hein, ceux qui sont pas en bio. Et il y a du griffage qui est fait, c'est-à-dire qu'ils enlèvent la végétation en passant un engin entre les rangs. Et plus il y a de la pluie, plus il y a de la végétation et plus il passe. Donc oui, il y a la perturbation, ça a été observé. Encore plus ces dernières années. La suite de la question, pardon. Euh, le lien, oui, oui, oui. Donc c'est prévu, ça fait partie des actions qu'on doit mener. On les mène aussi dans le cadre des MAEC, les mesures agri-environnementales. Donc on est en constante communication avec les agriculteurs pour justement essayer de les sensibiliser au maximum par rapport à ça. Sur vos autres études, au niveau proportion, en biodynamie et en bio, très chimique, J'ai pas les pourcentages en tête, mais sinon sur les populations de je n'ai pas de statistiques, mais on sait que oui, il y a une incidence potentielle supposée, mais après on n'est pas assez avancé dans les sujets. 4, c'est les zones calendrier sur les autres. Ah, est-ce que c'est pareil pour le lit, je ne sais pas. Après, le griffage peut être favorable puisqu'il y a il y a moins de végétation, donc le dictème est plus attiré, il semble être plus attiré par ce type de. Si je peux parler au micro, du coup. Oui, donc le griffage, en fait, voilà, quand les engins passent, du coup, c'est plus favorable à le dictème. Par contre, il y a forcément une incidence s'il y a de la pente ou s'il y a des poussins de quelques heures. Donc, c'est du plus et du moins. Après, tout ce qui est pesticides, bien évidemment, après, on n'a pas d'études spécifiques. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas il y a des études scientifiques qui existent. Après, nous, on n'est pas assez avancé sur le sujet. Après, personnellement, je pense que oui. Mais voilà, après, on essaie d'engager les agriculteurs vers des pratiques un petit peu plus vertueuses. Non, ça fait partie des choses qu'on doit faire aussi. Voilà, pour essayer de cibler un peu mieux. C'est ça. Merci. Soumaïa, j'espère que tu m'en voudras pas. J'ai j'ai parlé tout à l'heure pour la thèse, c'est Soumaïa. J'ai rectificatif quand même, sinon on va m'en vouloir. Bien, bonjour à tous. Cédric Bazin, je suis technicien à la Fédération départementale des chasseurs de l'Aube, en charge de tout ce qui est dossiers environnementaux, études. Je suis accompagné par ma collègue Ambre Cartier, qui est animatrice du site Natura 2000 Marigny Super Vallée de l'Aube, qui fait l'objet d'une étude qui débute, où on va investiguer la reproduction et le régime alimentaire de l'Oedicneum criard sur ce site Natura 2000. Quelques éléments de contexte du projet qu'on a appelé Eudicobe. On sort d'une étude qui a été présentée il y a 2 ans au colloque à Montpellier, qui était portée par le bureau d'études Venatura, qui portait sur des questionnements comportement Eudicotem criard, contexte grande culture éolienne, où Lucille, je crois, interviendra cet après-midi pour présenter un certain nombre de résultats, et où les coordonnées GPS des 19 oiseaux qui ont été équipés dans cette étude-là nous ont questionné sur l'utilisation des espaces agricoles grande culture, en particulier de tout ce qui relève des infrastructures présentes dans le paysage, au niveau alimentation Eudicotem criard. Parallèlement à ça, la fédération est donc animatrice de ce site Natura 2000 et dans le document d'objectifs, l'espèce Eudicotem criard est ciblée comme une espèce prioritaire présente dans le site Natura 2000 et ça nous paraissait logique dans le cadre du développement d'actions de mener un projet sur cette espèce-là et en lien avec Steve et la continuité de nos partenariats avec le GEPOC, de poursuivre l'amélioration des connaissances sur cette espèce. Alors, les objectifs du projet Eudico, juste avant de laisser la parole à Ambre pour la présentation géographique de la zone, on a essayé de la résumer en 4 grandes rubriques. La première grande rubrique, ça va être de valider, confirmer l'utilisation de la vallée alluviale qui est au milieu des espaces de grande culture
par le dictème criard en phase de nidification et ou d'alimentation. Mesurer éventuellement les impacts des crues qui peuvent être hivernales, mais de temps en temps printanières, sur les comportements spatio-temporels des oiseaux dans le cadre de leur reproduction en lien avec des modifications des agrosystèmes présents, puisque les crues passant peuvent avoir des retournements de parcelles et des remises en culture d'un certain nombre d'habitats. Identifier le rôle et l'influence des habitats contrastés de la vallée de l'Aube, où on a une mosaïque paysagère, une matrice qui est complètement différente des paysages d'open field, de Champagne-Crayeuse, c'est la Champagne-Crayeuse au sens agricole hein, du terme, hein, des grandes parcelles, généralement de l'agriculture très intensive, avec de la production de pommes de terre, de betteraves, qui sont situées autour de cette vallée alluviale, où on trouve des habitats beaucoup plus ménagés par l'agriculture, quelques zones, des parcelles de friches ou de jachères, des assolements plutôt orientés vers des cultures de printemps assez tardives, comme le maïs, le tournesol. Et enfin, un point qui va être, à mon avis, un point crucial de cette étude, c'est de caractériser pardon, les ressources et les disponibilités alimentaires pour le dictème criard et réaliser des analyses comparatives sur le régime alimentaire de cette espèce. Je pense qu'on va essayer d'aller de manière assez ambitieuse, le plus loin possible en termes d'identification du régime alimentaire de cette espèce-là par les analyses qu'on mènera. L'idée étant quand même de faire le lien entre les pratiques agricoles, la disponibilité en proie et en ressources alimentaires et les comportements et déplacements spatio-temporels des individus par rapport à ce qu'ils ont à disposition, à savoir une vallée qui nous paraît en postulat de départ favorable en termes d'habitat de reproduction et de sites d'alimentation, comparativement aux parcelles de grande culture qui bordent la vallée au nord et au sud. Du coup, oui, rapide présentation du contexte géographique. En rouge, on a donc le projet Eudicobe, le périmètre du projet Eudicobe, avec en noir la vallée de l'Aube, le site Natura 2000. Le périmètre en rouge, c'est à peu près 7600 hectares. Et le site Natura 2000 qui est concerné, ce n'est pas l'ensemble, c'est juste la vallée qui représente à peu près 2000 hectares. Voilà, donc comme Cédric l'a dit, contexte grande culture, Champagne-Crayeuse, et uniquement cette vallée qui est en plein dans la campagne crayeuse. C'est un projet qui va se dérouler sur 3 ans, qui a commencé au printemps 2025 et qui se terminera au printemps 2028. On a plusieurs partenaires financiers. C'est un multifinancement avec la Fondation François Sauveur, un projet d'éco-contribution financé par donc, la Fédération nationale des chasseurs et l'OFB, et aussi la région Grand Est par l'animation Natura 2000, mais également par une étude transversale, voilà, à laquelle on a répondu. Les partenaires techniques, évidemment, le GEPOC, le laboratoire des Pyrénées des Landes avec qui on travaille sur des analyses d'eau dans le cadre de mares de chasse, et également la SCARA, qui est une coopérative agricole, et la Chambre d'agriculture. Le projet Eudicobe donc, se décline en 3 actions qu'on va vous détailler après. Je pense que je vais accélérer. Donc, je vais reprendre les volets d'action qu'on a intégrés dans le cadre du dossier de financement auprès de la Fondation François Sommer. Donc, on a un premier volet d'action qui concerne le suivi de la population et l'estimation des paramètres démographiques. Donc, ça, l'intégralité d'entre vous connaissent à peu près ce qui va se passer. Donc, une localisation mensuelle des couples reproducteurs avec une identification de la phénologie de reproduction. On est donc rentré dans le cadre du suivi allégé avec un suivi mensuel des couples, la mise en œuvre d'opérations de bagages et la pose de balises GPS. J'y reviendrai un peu plus tard. La localisation de tous ces couples, ça se fera par l'intermédiaire de naturalistes pour être reporté via le code edic.fr sur Faune France, avec enregistrement de la trace, ce qui correspond après à l'élaboration des cartes que Steve a présentées tout à l'heure. Toujours dans ce volet d'action numéro 1, on a aussi
programmer la protection des nids et le suivi des couvées qui seront identifiés avec la pose de dispositifs de signalisation sur l'intégralité des nids, détermination par l'intermédiaire des mesures biométriques sur les œufs, les dates de ponte et par conséquent les dates d'éclosion, contrôle effectif de l'éclosion et suivi de la nichée jusqu'à l'envol des jeunes. Et enfin, capture d'oiseaux, bagages et pose de balises GPS. Donc, on a prévu de poser 8 balises GPS dans le cadre de ce projet-là. On en a déjà posé 2 au mois de mai dernier avec la méthode de pose en leg loop que Steve a présenté tout à l'heure. Et donc le volet d'action 2 qui vraiment cible le régime alimentaire avec la caractérisation donc, des sites d'alimentation des parcelles d'Alim, mais aussi les témoins qui sont à côté en fait. Via l'analyse des données en fait, sur Ornithella, à savoir où est l'oiseau et après le matin aller récolter donc, les fientes avec des fientes fraîches sur les parcelles d'alimentation et des parcelles témoins, fientes fraîches qui seront envoyées au laboratoire. Et puis sur ces mêmes parcelles, donc parcelles d'Alim plus témoins, disposer donc des fosses qui sont appelées des pièges pour barbeurs, plus des placettes à vers de terre. Donc on vise entre 160 et 180 parcelles sur les 3 ans, ce qui représente à peu près 800 pots barbeurs à poser. Puis un tri des individus piégés par groupe et potentiellement allant jusqu'à l'espèce, qui seront aussi collectés et envoyés au laboratoire pour améliorer leur base de données. Effectivement, donc analyse des prélèvements par le laboratoire, dont l'extraction de l'ADN des fientes qui sont envoyées fraîches au laboratoire, envoi des coléoptères et des lombrics également pour améliorer leur base de données. Et en fait, on est parti sur un séquençage à 3 marqueurs, donc insectes, arthropodes et lombrics. Et puis la partie valorisation, coordination du projet, donc avec la partie qui est un peu moins cool, toute la gestion administrative et financière, et puis la compilation aussi des données par le GBOC, les bilans et les rapports, et toute la communication et la sensibilisation auprès de nos partenaires agricoles, donc la Chambre d'agriculture et la SCARA, et puis également, voilà, comme aujourd'hui, ou aussi au Festival de Montier-Rambert le 20 novembre, où on présentera le projet Eutico. Voilà. Et je tiens à remercier le GPOC pour leur aide durant le projet et le montage du projet. Oui, désolé, on va enchaîner. Oui, ça sera au midi là. C'est différent. Ouais. S'il y a une question pendant que je lance, sinon. Merci. On va essayer de bref. Soyez compris. Attends, tu me laisses le temps de mettre ta présentation. Alors moi, je vais vous parler du projet de plan d'action régional sur les zones urbaines agricoles en région Grand Est. Voilà, merci. Alors, c'est petit diapo. Alors, ce projet s'intègre en fait dans le cadre du Life Biodivest qui a été initié par la région Grand Est à partir de 2021. Ce programme financier intègre 27 actions d'expertise, de connaissances sur la biodiversité dans la région Grand Est. Ça représente à peu près 26 millions d'euros. Il y a des actions sur la création de réserves naturelles régionales et des actions aussi sur le milieu agricole ou sur la création de zones de quiétude. Et il y a notamment une action sur la réalisation de plans d'action régionaux sur la faune et sur la flore. Donc, il y a 6 plans faune qui ont été définis. Donc, un plan sur la génote des bois, un sur les mollusques aquatiques, un sur la faune des têtes de bassin versant, un sur les reptiles à thermophiles, et un plan d'action sur la faune du sol, et donc un plan régional d'action sur les oiseaux de plaine agricoles. Bon, ça, je vais passer directement aux espèces. Donc, alors, un plan d'action sur les oiseaux de plaine agricoles, mais avec quand même, on se focalisait sur quelques espèces menacées, donc en particulier les 2 espèces de buzzards, le buzzard cendré,
Ici, représenté à l'échelle de la région Grand Est, qui est surtout en Champagne-Ardenne, mais aussi en région Lorraine. Un plan d'action qui vise justement à poursuivre la protection des poussins, hein. 73% des poussins ne sont pas encore volants au moment de la moisson, avec des menaces qui émergent aussi supplémentaires, notamment l'impact des cives pour les méthaniseurs, et puis aussi l'impact des éoliennes. Alors, le Buzard-Cendré qui s'est bien réparti, 500, 700 couples, et aussi le Buzard-Saint-Martin, 500 couples en région Grand Est, mais Buzard-Saint-Martin qui a quand même beaucoup régressé au cours de ces 20 dernières années, hein. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, là, ce sont les estimations nationales. On est passé de 11 000 couples à 3 000 couples en l'espace de 20 ans. La région Grand Est, en particulier la Champagne-Ardenne, puisque l'espèce est quasiment pas présente en Lorraine et absente en Alsace, ça représente quand même 15% de la population nationale. Ces deux espèces sont classées vulnérables sur la liste rouge des oiseaux du Grand Est. On a aussi intégré le COJVP qui est en très forte régression chez nous, mais qui est aussi en régression en France. Alors, je ne sais pas dans quelle proportion. Et chez nous, c'est vrai qu'elle est au bord de la disparition en Alsace et elle a fortement agressé sur les marges de sa répartition en Champagne-Ardenne. On estime qu'il y a 300 couples en Grand Est. Donc, c'est une toute petite partie de la population nationale, mais elle a été classée en danger critique. Ensuite, l'espèce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, le dictée criard, deux populations bien circonscrites, une en Alsace dans le Haut-Rhin et une en Champagne-Ardenne. Donc, elle a été classée en quasi menacée, faute d'éléments sur les effectifs, les tendances d'évolution des populations. Une population donc la plus importante, qu'on estime à peu près à 1200-1500 couples en Champagne-Crayeuse. Donc, la Champagne-Crayeuse, c'est la zone plus orangée, vous voyez sur la carte. Qui regroupe à peu près 7000 km² de culture, dont une grosse proportion de betteraves, hein. On a un pays de betteraves, 15% de betteraves, on a seulement 2% de pommes de terre, 1% de tournesol. Ce sont aussi des cultures qui peuvent accueillir l'unification de l'équipement. Et puis j'ai fait figurer aussi les corps militaires de Champagne-Crayeuse, hein, qui sont de dimension très importante, mais qui n'hébergent pas de crinum du fait de leur broussaillement. Et puis la population alsacienne, hein, plus réduite, plus menacée aussi, hein. On estime qu'il y a eu 30% de régression effective entre 2008 et 2018, en une dizaine d'années. Comprise à peu près à 80-90 couples. Et là, on a un assolement qui, par contre, est largement dominé par le maïs, qui en plus est principalement irrigué, très défavorable pour le tunnel. Et uniquement 3% de betteraves et 1% de tournesol. Donc là, on est du côté de Colmar. C'est la zone du Haut-Rhin, dont une partie est en zone de protection spéciale, hein, et sur laquelle travaille notamment la LPO Alsace. Donc des densités très faibles au niveau nicheur, hein, je n'ai pas rappelé, mais on est à peu près à 0,20 couples par kilomètre carré, comme dans les zones de culture intensive. Là, alors j'en ai fait figurer les regroupements post-nuptiaux. Il y a à peu près 51 sites de rassemblement post-nuptiaux qui sont connus entre 2010 et 2025. La majorité, effectivement, en Champagne-Crayeuse. Ça concerne, alors c'est intéressant parce que j'avais fait le parallèle avec la présentation de Jérémy. On est à peu près, si on prend les maxima, on est sur du 2500 individus, les maxima des différents sites sur les dernières années. Donc tout n'est pas connu, évidemment, hein. Il y a des zones, vous voyez, il y a des zones qui sont complètement blanches, là, ou plutôt vert clair, où il n'y a aucun dortoir, et ça serait difficile d'imaginer qu'il n'y ait aucun dortoir. 2500 individus, ça représente à peu près 1000 couples, sachant que la population de cette zone-là est estimée à 1200-1500 couples. Donc on est, je pense, encore en dessous de la réalité. Il y a encore de nombreux dortoirs à découvrir. Donc voilà, les objectifs du futur plan régional d'action, hein, ça sera effectivement de maintenir et développer les suivis de population, surtout ceux qui ont déjà été initiés, hein. C'est toujours compliqué d'essayer de maintenir ce qu'on a mis en place, valoriser les données existantes, développer la participation des bénévoles, hein, notamment en lien avec la protection des busards, sur de moins en moins de protecteurs, renforcer évidemment les liens avec le monde agricole, veiller sur l'impact des ENR, donc éolien, panneaux photovoltaïques et les cultures cibles, mise en place de MAEC, alors MAEC entre guillemets, mais c'est vrai que l'objectif ultime, c'est quand même essayer de mettre en place des opérations agroécologiques qui visent à favoriser les busards et évidemment les chinelles.
porter à connaissance, donc surtout notamment pour le coach VUP. Et puis évidemment, une grosse phase de sensibilisation et communication à destination des élus et du grand public. Voilà, merci pour votre attention. Alors, on peut faire deux questions de chat, ce qu'il y a pour cette présentation et la présentation d'avant, si vous avez une ou deux questions. Puis ensuite, je vous propose, et je préviens ceux qui sont en vision, on va partir pour manger. Les plats ont été servis. Et puis, on reviendra, on va dire plutôt 13h45, pour laisser un petit peu le temps et d'échanger, de discuter. Est-ce qu'il y a des questions? On vous propose de prendre juste deux questions dans le chat et vous pouvez échanger quand on sera au repas. Première question, c'est la présence de pesticides dans les proies est-elle prévue? Donc, l'évaluation de la présence de pesticides dans les proies, je crois. À l'heure actuelle, non, pas dans cette étude-là. Par contre, on est en réflexion avec effectivement la SCARA, qui est notre partenaire, un de nos deux partenaires agricoles, pour investiguer de manière un petit peu plus poussée toute la partie, effectivement, pesticides, produits phytosanitaires, impact. Alors, est-ce que ça sera sur les proies ou est-ce que ça sera sur les individus par l'intermédiaire des coquilles, par l'intermédiaire d'un certain nombre de prélèvements qu'on pourrait réaliser? Mais dans cette étude-là, en tant que telle, non. Et dernière question, est-ce que des MAEC spécifiques EDICNEM existent déjà ailleurs? Est-ce qu'on pourrait s'appuyer dessus si elles existent? Si vous avez connaissance de ça. Alors, effectivement, Alexandre Pincel, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, parce que je sais qu'il y a des MAEC qui ont été mis en place sur les IPS de la Harte en Alsace, mais elles ont forcément beaucoup de succès. Il y a la rétribution qui était excessivement faible. Les gars beaucoup. Et puis sinon, juste avant de te donner le micro, il y a eu les opérations qui ont été réalisées en Angleterre, notamment qui ont permis de restaurer la population, qui consistait, je crois, en implantation de zones non semées de 12 hectares au milieu des champs de céréales. Donc, ça s'était avéré efficace. Voilà. Alexandre, si tu veux préciser. Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Gonçalves, LPO Alsace. Donc effectivement, du coup, nous, on bosse sur le DICNEM depuis une quinzaine d'années en Alsace. On avait commencé à réfléchir à des mesures environnementales et on s'était basé sur ce qui avait été fait dans les Deux-Sèvres. Et on les a présentées en fait en Alsace. Elles existent. Il y en a deux principales, une pour la recherche de nourriture, l'autre pour la nidification. Et ainsi confronté à une véritable levée de bouclier de la production agricole. Donc elles n'ont jamais été proposées. Oui, d'où le fait que ça soit difficile de les évaluer, quoi. Oui, ouais. Oui, c'est vrai, il y a donc en Angleterre, ils faisaient ça en fait à l'intérieur des terres arables, ils appelaient ça les drill patches, et c'est des espèces de zones où avec le tracteur, ils lèvent le semoir et ça fait des zones, c'est des placettes en fait, voilà. Et ça a fonctionné très très bien, et d'ailleurs il y a eu pas mal de vanneaux et beaucoup d'alouettes qui venaient, ça a eu une augmentation absolument phénoménale des alouettes des champs et des vanneaux. Mais ça fonctionnait aussi sur le Dignum. Et nous, les recommandations qu'on a mis en avant, c'est que, en fait, dans les cahiers, que ce soit les CTE, les CAD, toutes les différentes phases de phasage avec le deuxième pilier de la PAC sur la partie biodiversité, ce qui a été proposé, il n'y a jamais eu de mesure dites EDICNEM. Ça n'existait pas. C'est toujours une fois orienté plus vers, par exemple, Outarde-Canpetière, avec les jachères faunistiques, les retards de fauche. Et ce vers quoi on va, c'est plutôt d'orienter vers soit l'agriculture biologique pour permettre, sur un aspect de ressources, hein, pas sur un aspect mécanique, parce qu'on s'est rendu compte que l'agriculture biologique avait beaucoup plus d'impact négatif sur la nidification des olignem parce qu'elle demandait plus de passage mécanique à l'intérieur des parcelles, donc un taux de destruction qui était plus important. Par contre, en termes de ressources alimentaires, quand c'est publié par des très grandes quantités d'études, on a une augmentation de la ressource alimentaire
dans les parcelles agricoles par rapport aux parcelles bio. Donc l'objectif dans dans les parcelles bio par rapport aux parcelles intensives, quoi. Donc il vaut mieux orienter les mesures agro-environnementales vers du biologique si on veut faire de la source alimentaire, mais surtout, et pour que ça soit acceptable dans le monde agricole, la transition, un changement de mode de production, c'est très compliqué, surtout économiquement pour des structures. Et donc, il vaut mieux essayer de les inciter à partir dans une démarche de réduction des phytos. Il y a différents plans éco-phyto qui ont, au niveau national qui ont été mis en place et sur lesquels il y a des mesures agro-environnementales avec des primes à l'hectare qui peuvent inciter les exploitants à rentrer dans une démarche agronomique. Ils peuvent être aussi aidés par des chambres d'agriculture aussi pour les aider à rentrer dans cette démarche pour produire avec moins d'intrants, moins de phyto et réduire les insecticides au maximum. Et donc favoriser la ressource alimentaire pour les oiseaux. Mais il n'y a pas de solution miracle. Ok, merci. Et on va On manger. passe à table. Bon appétit.